Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission Les Tribunaux de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. Le biologiste scientifique Albert Jacquard nous apprend que est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité. Il est définitivement enfermé dans cette certitude. Il ne peut donc participer à aucun échange. Il perd l'essentiel de sa personne. Il n'est qu'un objet prêt à être manipulé. Bonne méditation en cette journée du 25 novembre 2020. Bienvenue à cette troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Nous sommes mercredi. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité au siège encore ce matin. Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'être à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation qui vous permet en tout cas de nous suivre en direct sur WattFM, également sur True TV. Alors ce matin, on va parler de deux actualités. On continue toujours de s'intéresser à la délibération, dépouillement et la proclamation des résultats au niveau du Burkina Faso. Après donc une journée de suspension, la Commission électorale nationale indépendante a décidé donc de poursuivre la publication des résultats commune par commune. Une décision prise à l'absence de 5 commissaires de l'opposition qui, vous le savez, ont suspendu leur participation aux travaux, et en cause la manière dont se déroule la compilation au niveau des centres communaux. On va y porter un jugement et avec surtout les premières tendances qui sont données à constater. Et puis on parlait aussi des États-Unis avec une mesure, puisque les citoyens de 15 pays africains dont le Burkina Faso devront désormais en tout cas déposer des obligations allant jusqu'à $15 000 pour se rendre aux États-Unis selon une nouvelle règle de voyage temporaire qui entrera en vigueur le 24 décembre prochain. C'est un programme pilote de 6 mois qui cible les détenteurs de visas de visiteurs et d'affaires donc, et qui aura un effet dissuasif sur ceux qui dépassent la durée de leur visa donc, et qui restent aux États-Unis, a déclaré le département d'État américain. Voici les deux sujets qui retiennent notre attention ce matin. Juste après la virgule, nous écoutons Geoffroy Vara pour ses avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité, Geoffroy Vara. Quels sont vos avant-propos du jour? J'en ai un d'avant-propos, cela concerne le Nigeria. Le Nigeria qui est en récession, cela est officiel. On a vu les chiffres de ce second trimestre avec 2020, avec l'économie qui s'est rétractée de 3,60 points en gros. Et quand on regarde, ça n'étonne pas puisque avant c'était encore de 6%. Donc le tout est en train de se faire davantage et aujourd'hui c'est un pays qui est en récession. Mais il y a plusieurs explications à cela. Il y a d'abord la question du pétrole parce que l'économie nigériane elle est fortement liée notamment à ce pétrole-là. Quand vous regardez, les cours ne sont pas assez intéressants pour le Nigeria et donc cela se comprend. Et puis le Nigeria qui était habitué à 2 millions de barils pétrole jour se retrouve à 1,4. Mais ça c'est normal, c'est au regard aussi de la fluctuation, notamment des prix sur le marché international. Et donc cela sape en tout cas fortement cette économie nigériane. Et puis il y a le passage forcément aussi de la maladie au coronavirus. On sait que la plupart des pays ont tenté d'y résister comme ils peuvent, mais chacun a pu subir le contre-coup de cela, étant entendu qu'on n'évolue pas, on n'a pas d'économie qui se fasse toute seule et les impacts sont venus un peu d'ailleurs. Il y a un Nigeria qui n'arrive pas donc à se sortir de toutes ces angoisses-là, parce que aussi, à la vérité, depuis il y a une politique de fermeture de frontières dont on avait parlé, avec notamment ses voisins, et ce, du fait d'une protection voulue de son économie, notamment concernant certains secteurs. Ça peut-être, quoi qu'on dise, c'est justification. On a entendu le Nigeria le donner depuis fort longtemps, mais à la vérité, je pense que la Chine a montré l'exemple en la matière. La Chine qui a été frappée de plein fouet par la crise à coronavirus, mais aujourd'hui, vous regardez les chiffres en Chine, c'est le chiffre de la leçon. Et on est loin devant les États-Unis ou l'Europe est encore dans cette turpitude, parce que la Chine a su relancer les choses à partir d'une demande
qui est devenue un peu plus costaude à l'intérieur même. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans les relations avec les autres, ou bien en étant très lié à certains produits qui sont très volatiles sur le marché international, mais c'est en comptant sur son offre domestique et sa demande domestique, sa demande en interne. Le Nigeria aurait aussi pu le faire, pas tout seul peut-être avec ses voisins, puisque c'est de ça aussi qu'il s'agit, mais la vérité c'est que l'économie nigériane aujourd'hui elle est très 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 fragile, et on comprend le souci de diversification, parce que je parlais de son lien fort avec le pétrole qui a été tenté avec le Nigeria, avec le régime Buhari, a été aussi sapé par les mêmes voisins. On se rappelle du Bénin et autres qui faisaient rentrer du riz et tout, et beaucoup d'autres produits sur lesquels évidemment le Nigeria tentait d'avoir une offre locale consistante, et donc était en train d'aider ces entreprises locales à travers des subventions et des investissements pour qu'ils puissent avoir une santé plus intéressante. On comprend le Nigeria, mais bon, c'est ça la réalité des géants. Il y a toujours cette fragilité là que vous avez, et lorsque vous êtes tapé, on a l'impression que tout s'écroule. Mais pour le Nigeria, c'est pas que tout s'écroule en tant que tel, c'est une économie qui est en train de connaître une récession, et on espère qu'il y aura une embellie avec peut-être la Covid qui commence à se maîtriser, à être un peu plus maîtrisée, comme on entend parler maintenant de vaccins et tout. Et on espère aussi que, parce qu'ils sont fortement liés au pétrole, et qu'il y aura de meilleurs jours pour ce pétrole là, pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais tout passera forcément par la diversification de leur économie, c'est réel. D'accord, merci à vous pour ce regard sur la santé économique de ce pays, le Nigeria. En tout cas, une puissance africaine. Merci également à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission, le tribunal de l'actualité. Première affaire, on s'intéresse donc à la dynamique électorale, le processus de proclamation des résultats, puisque hier, la CENI a donc annoncé et décidé de la reprise donc des proclamations des résultats. Selon son président Newton Ahmed Bari, il a laissé entendre que la décision de la reprise, en tout cas, a été prise à l'unanimité par les 10 commissaires présents depuis 8 heures pour les proclamations. Et vous savez que les 5 autres commissaires affirment ne pas être sûrs de la finalisation des compilations manuelles qui étaient donc absents, et en se basant donc sur le règlement intérieur de la CENI, ils ont décidé de poursuivre en tout cas la divulgation des résultats commune par commune, et les premières tendances donnent le président sortant Rochma Christian Kaboré en tête donc du trio et de ce peloton là. Quel jugement porter déjà Geoffroy Vaha de la décision de la CENI de poursuivre donc le processus après la défection donc des 5 commissaires qui sont issus des rangs de l'opposition? C'est vrai qu'on parle donc d'une décision sortie du règlement intérieur de la CENI. Pour vous, est-ce une décision éclairée, sage, ou bien faut-il se donner les moyens de refaire revenir tout le monde sur la table donc, de la CENI pour poursuivre les opérations? Bon, je pense que rien ne peut se faire en excluant forcément toutes les autres pistes. C'est pas parce que le travail recommence qu'il ne peut pas y avoir de rencontres ou de missions pour rassurer ceux qui manquent à l'appel de revenir occuper leur place. C'est des choses qui peuvent se faire. Maintenant, on est dans une question de délai. La CENI a 7 jours pour pouvoir rendre ses résultats après la fermeture des bureaux de vote. On est dans une situation où on a perdu une nuit. Il y a eu des crispations. On nous a donné jusqu'au lendemain 8 heures. Et puis jusqu'à la mi-journée, on sentait qu'il y avait comme des conciliabules. Est-ce qu'il faut, dans les 7 jours, se donner encore 4-5 jours à ne pas poursuivre la compilation et puis se retrouver coincé, peut-être à demander une rallonge, et ce que peut permettre forcément l'instance à laquelle on demande, c'est 3 jours en plus à la CENI. Donc est-ce qu'il faut jouer ce jeu-là qui pourrait être dangereux au risque de ne pas avoir de résultats, au risque des 7 plus 3 jours? Dans quelle position on se retrouvera du point de vue même de nos textes et de notre constitution? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'impact que cela pourrait avoir. Alors qu'il y a eu des élections, il y a eu une campagne, il y a des résultats à donner, il y a une compilation à faire. Il faut arrondir les angles, c'est vrai, mais il faut regarder ce qu'on peut sauver. Et puis, je vais dire ça comme ça, peut-être que ça va faire un peu mal, mais les indélicatesses qu'on devra supporter. Je pense que c'est ce calcul-là qui a été fait. Et puis la CENI n'avait pas d'autre choix que de recommencer à travailler. Vous allez voir, il y a la majeure partie des Burkinabés aussi qui regardent ont un peu le sentiment que il y a comme un malaise. Même ceux qui se retirent,
ils étaient là durant tout le processus jusqu'à donner un certain nombre de résultats, ils étaient bien là. C'est quand on a entendu les partis politiques, notamment signataires du pacte concernant le second tour sortir, qu'on a commencé à avoir des problèmes. Alors que c'est vrai qu'ils sont des répondants de partis politiques au sein de la CENI, ils ont prêté serment. Maintenant, le travail qui est en train d'être fait, quelquefois vous devriez être amené à choisir entre un devoir d'ingratitude et puis le boulot que vous avez à faire, ce pourquoi vous avez prêté serment. Maintenant, cela ne peut pas se faire aussi si, en votre âme et conscience, vous pensez qu'il y a des problèmes. Parce que de ce que nous avons appris, je l'avais dit ici hier, c'est que la question du process manuel, ces commissaires-là l'ont posé. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas tombé forcément dans l'oreille de sourd, puisqu'il y a eu une suspension pour prendre cela en compte. Et moi, je pense qu'hier, on a reçu Régis Zoumouré, qui est un expert électoral sur ces questions-là, qui est le président du CEA. Il nous a donné beaucoup d'éclairage sur un peu l'arrière-boutique, comment est-ce que ça se passe. Il nous dit il n'y a pas le process disons électronique là sans celui manuel, puisque c'est les données là qu'on fait entrer. Maintenant, évidemment, il y a aussi un achèvement, pour ce qui est du manuel, il y a un achèvement à faire, il y a un certain nombre d'éléments à faire, mais qui ne permet pas aussi une célérité. Et que le process dans lequel nous sommes cette année est le même qui a été félicité en 2015 et après lequel on a eu un chef de file de l'opposition politique, devenu chef de file de l'opposition politique après, mais qui allait féliciter très vite le candidat qui est sorti vainqueur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément, parce que derrière, en termes de process, il y a des règles, il y a des textes, mais une vérité aussi, c'est que le code dit vous devez faire les deux en même temps. Je pense que la CENI a compris cela et s'y est mise, et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les autres ne sont pas revenus. Il y a même eu comme une volonté de désinformation, voire de manipulation de l'information, parce qu'on donnait l'impression que c'était le président de la CENI qui était allé en cavalier solitaire, alors que, comme il a dit, c'est de façon unanime qu'ils ont commencé à donner les premiers résultats qui étaient déjà partagés. C'est pour ça qu'on se pose aujourd'hui d'énormes questions. Vous avez participé au processus, il y a eu le vote, on a constaté toutes ces irrégularités-là. C'est vrai, ces petits problèmes, mais ça a été résorbé. Le président de CENI l'a dit et ça n'a pas été contesté de l'intérieur. Et je pense qu'il y a des observateurs qui sont sortis. Je disais hier qu'on attendait quand même des sorties d'observateurs quand même qui pèsent. Je prends le cas de la CODEL. Vous avez vu sa sortie hier. Qui dit 90%. Voilà, il y a eu des problèmes, c'est vrai, mais ça a été résorbé jusqu'à 90% par la CENI. On sait que rien n'est parfait. Maintenant, je dis tout est question de proportion à la fin. Savoir si les irrégularités et les inconstances qui ont été constatées là sont dans une proportion à décrédibiliser l'ensemble. Mais quand la plupart des observateurs vous disent il y a eu problème, mais il y a eu dans la plus grande partie résorption de ce problème là, on se dit donc on peut aller. Ça veut dire quoi? Il y a encore parce que n'oublions pas quelque chose, il y a des voies de recours lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et les voies de recours se font lorsqu'on est dans une proportion acceptable d'un certain nombre d'éléments. Mais là, on a une opposition qui est dans la posture où pour elle, c'est pas acceptable du tout ce qu'elle a pu constater jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, pour eux, ce qui est en train de sortir ne peut pas être ni refléter le choix des Burkinabés. Bon, c'est un peu tout le problème parce que tout le monde parle au nom des Burkinabés. Mais des résultats qui sont donnés avec une CENI disons le diviser, puisqu'on n'a que finalement 10 commissaires qui y travaillent. Est-ce que ça a le même crédit que si on avait une CENI véritablement unifiée et unique? Ça n'a sûrement pas le même crédit, pas le même poids, et puis on aurait pu peut-être éviter cela. Comment parce que tout est question aussi quelquefois de motivation profonde. Si la motivation profonde c'était d'en arriver à là, on ne pouvait rien sauver. Maintenant, s'il y a des commissaires qui trouvent qu'il y a de façon intrinsèque de vrais problèmes, ça c'est des choses qu'ils assument aussi en toute responsabilité, et c'est peut-être ce dans quoi ils sont aujourd'hui. Mais moi, ce qui me dérange aussi, c'est qu'au départ, selon les informations que nous avions, c'est que alors que le travail devait reprendre,
il disait qu'il venait. Oui. C'est-à-dire qu'il ne disait... Ils avaient promis venir à 8h. Voilà, il disait qu'il venait. Il promettait venir. 10h. Voilà. Jusqu'à 16h, il n'était pas là. Donc ça fait qu'on a l'impression aussi qu'il y a peut-être une volonté de faire durer les choses. Maintenant, à quel dessein et à quelle fin? Parce que je crois que quand on n'est pas d'accord pour un certain nombre d'éléments, on le dit de façon très claire. Je ne viendrai pas parce que. Je viens. Et puis après, les autres sont obligés de s'assumer et continuer le travail. Et on dit, bon, on n'est pas venu parce que. Donc, comme certains, vous pensez que ces 5 commissaires ont manqué de hauteur, de responsabilité, et, vu la fonction qu'ils incarnent dans ce processus, c'est quand même délicat. Je n'ai pas forcément jusque-là, mais j'ai dit qu'ils auraient pu être un peu plus francs dans leur démarche. Depuis 8 heures, s'ils savaient qu'ils ne viendraient pas et qu'ils avaient des objections pour un certain nombre d'éléments, ils devraient le partager. Et puis, la CENI se serait peut-être décidée, et puis on allait aller plus vite. Vous dites je viens, vous ne venez pas, et jusqu'à la dernière minute on tire les leçons, et c'est là vous dites un peu pourquoi vous ne venez pas. Bon, je pense que c'est pas si sérieux aussi, ça, c'est de réalité. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que la situation imposait obligatoirement un arrêt du processus pour ouvrir maintenant un dialogue politique entre les différents acteurs en jeu, pour donner quand même un certain crédit à tout ce qui allait être partagé plus tard? Non, mais faisons attention, ne rentrons pas dans certains jeux. Vous arrêtez le processus pour un dialogue, ça veut dire que tant que le dialogue enclenché n'a pas donné des fruits, vous ne revenez pas à ce que vous avez suspendu, parce que vous avez donné libre cours à une dynamique alternative dont vous attendez le résultat. Alors que vous êtes dans des délais. Rappelons que dans 7 jours, après la fermeture des bureaux de vote, on devrait avoir des résultats. Si ce n'est pas fait, c'est 3 jours en termes comment dire ça? Bon, nous on aime dire linga ici, mais bon, c'est 3 jours en Suze. Oui, par le Conseil constitutionnel. Si on est en train de discuter tout au long de ces délais, quand on finit et que dans les 10 jours on n'a pas donné les résultats, qu'est-ce qui se passe? On a fait une élection, on a eu un vote, on n'a pas eu de résultats. Il n'y a pas de président, on fait quoi? Est-ce que les questions de délai ne sont pas dans un processus normal, classique, où il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de blocage? Est-ce que dans ce cas précis-là, nous ne sommes pas dans une situation où on ne doit plus avoir comme viseur donc ces dispositions légales, notamment du code électoral? Non, la loi, elle est la loi. Hein. Les textes sont les textes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le débat se faisait sur la question du report des élections et tout? On a dit, si vous vous amusez à cela, avec les délais dans lesquels nous sommes, on est dans un vide constitutionnel. Ça, on a vu les puristes du domaine donner tous les futuribles concernant les impacts d'une telle décision. Et puis ce qu'il aurait fallu faire, peut-être un peu en amont et tout. Mais vous pensez que si on n'a rien, qui devient qui est président, qui ne l'est pas? Dans quelle situation nous sommes après? Ça c'est une autre réalité. Mais je crois aussi qu'il y a un travail qui a été fait. Les gens sont allés voter. Ils attendent des résultats. Maintenant que ceux qui compétissent disent ne pas être d'accord parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, je crois aussi qu'il y a le mot qui revient. Et quand vous écoutez même l'opposition, c'est qu'on a volé le vote. C'est pas le vote de l'opposition, c'est du Burkina. Ils parlent tous au nom des Burkinabés. Du peuple. Du peuple. Parce que celui dont on pourrait voler la voix, ou bien celui dont on pourrait tronquer les résultats, ce n'est pas celui de l'opposition, c'est celui du peuple, c'est le choix du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lui, il est où? Il attend des résultats. En tout cas pour sa grande majorité. Vous lisez, et nous on a fait un peu les micro-trottoirs là. C'est vrai qu'il y a comment dire ça, c'est un peu controversé, mais la majeure partie attend des résultats. Et je demande à quand l'apaisement et pourquoi on passe à d'autres éléments et qu'on comprenne qui est devant, qui est après. Les gens attendent de savoir. Bon, je pense qu'il n'y a pas plus logique que ça aujourd'hui. Mais c'est normal, quand on voit aussi l'opposition et sa posture, cette année, on n'a pas été habitué à avoir aussi beaucoup d'impairs de ce type-là. Et, ma foi, quand vous voyez des bureaux de vote qui naissent, d'autres qui disparaissent, des fois, ce n'est pas de nature à rassurer et à rasséréner. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je dis, quand vous êtes engagé dans un processus,
dans lequel vous aviez même des éléments qui ont commencé à accepter de donner des résultats et tout, je me dis, peut-être que ça, laisser le processus arriver à son terme, comme l'a par exemple conseillé la CODEL, et que les voies de recours qu'on a du point de vue légal soient actionnées par l'opposition. Mais aujourd'hui, il y a plutôt un choix qui est celui de gripper et bloquer une machine. Et je crois que c'est peut-être ce que la CENI a vu et a décidé de continuer en s'assumant. Mais en définitive, de cette décision de s'assumer, est-ce un courage salutaire ou bien un forcing déplorable de la part de la CENI, de façon définitive? Courage salutaire ou forcing déplorable, moi je pense que c'est pas ça le problème. On est dans un contexte, on fait quoi? C'est une question de décision. Est-ce que pour 5 personnes sur 15, on doit arrêter? Je vous pose la question, est-ce que pour 5 personnes sur 15, on doit arrêter? Ou bien que pour 10 personnes sur 5, il faut forcément écouter les 5 autres, quitte à les ramener et puis continuer le travail, étant entendu qu'on prend le risque de tomber dans une situation qu'on ne va pas maîtriser et qui sera plus inédite que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que si on part sur la base d'un quorum, 10 commissaires, le quorum est atteint, mais ces 5 représentent quand même une frange. C'est vrai qu'on ne voudrait pas parler de ces composantes au niveau de la CENI, mais 5 commissaires de l'opposition, c'est pas rien. C'est l'opposition, c'est une composante importante de la classe politique. Oui, mais moi je pense aussi qu'il faudrait qu'on se dise certaines vérités. On dit 5 commissaires de l'opposition, ils ont prêté serment. Quand vous arrivez à la CENI à un moment donné, ce n'est plus de l'opposition. Vous avez, c'est une commission électorale nationale indépendante. Vous êtes des commissaires de cette commission-là. Le caractère indépendant là, ça vous oblige à un devoir d'ingratitude quelque part à un moment donné. C'est pour ça que je dis, le problème pour moi n'est pas forcément le lien avec le parti ou l'obédience ou comment dire, la tendance que vous représentez. C'est en votre âme et conscience le travail qui est en train d'être fait. Est-ce que pour vous il est fait selon les règles là? Sinon, vous, en amont, vous dites les choses de façon très claire. Mais dans la logique dans laquelle on a été, c'est qu'on a accepté de donner même les résultats. Il a dit à l'unanimité. Il a dit. Donc ils étaient là, ils ont accepté de commencer à donner des résultats. Et parce que dehors, ceux dont vous répondez se plaignent, vous changez de posture. En fait, c'est ça qui fait que c'est un peu bizarre. Ça allait être intéressant que la lettre vienne de l'intérieur même. Vous savez, on attend un gâteau dehors. Vous comprenez, on attend un gâteau dehors. Tous attendent d'avoir le verdict, de savoir s'il est bon, il est succulent, il est bon pour le palais, il passe bien. Et puis, il y a parmi les cuisiniers, vous n'entendez rien, on n'a encore pas servi le gâteau. Dehors, on se plaint que l'odeur n'est pas bonne. Et de ce fait-là, ceux qui sont cuisiniers sortent. On n'est pas d'accord avec la recette en cuisine. S'ils n'étaient pas d'accord, c'est eux qui coupent tout là-bas, c'est eux qui sont dans la cuisine. C'est eux qui vous diraient, il y a un problème. Vous avez raison, l'odeur que vous sentez dehors, il y a un problème à l'intérieur. Mais vous laissez continuer jusqu'à un moment donné, c'est parce que l'odeur gêne dehors que vous sortez. Il y a un souci. Parce que vous avez la main à la pâte. Et tout ce qui se fait, ça se fait de concert. Je dis, il y a quand même un petit malaise, il y a quand même un petit problème quand on regarde la façon dont les choses sont en train de se passer. Donc pour vous, ces 5 commissaires devraient s'émanciper des consignes ou des tirets de ficelle donc de l'opposition? Non, je pense qu'ils devraient s'assumer. Ces 5 commissaires devraient s'assumer. S'il y avait vraiment des problèmes, on aurait, pour moi, le blocage devrait venir déjà de l'intérieur. Le blocage devrait venir de l'intérieur, il est plein de l'intérieur. À savoir se démarquer dès le départ. Dès le départ, si à l'unanimité vous décidez de donner des résultats, on continue jusqu'à ce qu'à un moment donné, d'ailleurs on se dit qu'on n'est plus d'accord et que vous vous rétractez, il y a un problème. Et que vous dites, lorsque suspension se fait, pour prendre en compte les récriminations qui ont été faites concernant le processus manuel, vous dites je viens à 8h, vous ne venez pas, après à 10h vous ne venez pas. C'est-à-dire vous affirmez clairement déjà là maintenant les problèmes qu'il y a. En fait, c'est ce qui dérange un peu dans la façon dont les choses se sont déroulées. Sinon, nous, on n'est pas dans le secret de Dieu. On n'est pas à l'intérieur de la machine. Mais ce qu'on peut au moins regarder et lire, c'est les comportements des uns et des autres, et puis ce qui nous est rapporté d'ailleurs par le président et qui n'a pas été dédié.
Donc ça met vraiment mal à l'aise au regard de ce qu'on est en train de voir. Et moi je dis aussi que c'est une CENI qui est en train de s'assumer. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Mais on entend aussi à travers certaines émissions interactives, dont celle de WattFM animée ce matin par David Nana, où les populations aussi pensent que l'organisation a quelque chose, un goût d'échec, un goût en tout cas entaché d'irrégularité. Est-ce que, avant que les résultats ne s'achèvent, on peut déjà se mettre dans de telles spéculations, on va dire? Il y a une chose qui est sûre, c'est que tous, nous avons vu qu'il y a eu d'énormes problèmes. Ça, on ne peut pas le nier. Qui ont été, selon la CODEL, résorbés à 90%. Et je pense que le président de la CENI, lui aussi, partageait plus ou moins cette même tendance-là. Maintenant, moi je dis aussi qu'il ne faudrait pas oublier quelque chose. On est dans un contexte qui est particulier. Et organiser ces élections-là, il y a plusieurs mois avant, beaucoup n'étaient pas sûrs que ça allait pouvoir même se faire dans la proportion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais c'est normal qu'on soit plus exigeant parce qu'on est déjà dedans. Mais on est dans un contexte qui est vraiment assez particulier. Donc on ne peut pas faire de comparaison avec 2015 ou un peu en avant. On n'a jamais été dans des situations où même nos politiciens qui aujourd'hui parlent là, on les a suivis lors de la campagne. Est-ce qu'ils sont allés partout? Ils savent où ils ne sont pas partis? Dites-moi. Ils sont allés partout. Nous, on les a suivis là. Évidemment. Ils savent où ils ne sont pas partis. C'est là-bas que vous allez partir poser des urnes. Donc, on est dans un contexte. On est dans une réalité qu'il faut prendre en compte. Maintenant, je suis d'accord que dans Ouagadougou, on ne peut pas se retrouver à un moment donné avec des bureaux de vote qui, plusieurs heures après, n'ont pas ouvert. Et puis avec beaucoup de cafouillage. Et ça, c'est ce qui ajoute de l'eau au moulin aujourd'hui de l'opposition. Et j'ai dit, c'est là où aussi on comprend l'opposition. Quand vous regardez, il y a eu tellement d'impairs que vous vous dites, bon écoutez, ça on ne va pas laisser faire, il faut qu'on mette la pression. Au départ, nous pensions que c'était une pression, mais là maintenant on est dans un blocage. C'est là où ça devient un peu plus complexe. Mais je me dis, les Burkinabés se sont exprimés. Il faudrait qu'on ait la photographie de cette expression avec les avatars qu'il y a eu, avec les problèmes qu'il y a eu sur le terrain. Sinon, on ramène les gens à quelle copie après? Je crois aussi que c'est la question de fond qu'il faut se poser. On se dit oui, il y a eu des erreurs en train de donner des résultats. Mais il y a eu des erreurs. Je pense que ceux qui étaient à la CENI, là, ils étaient là. De l'intérieur, ils savent ce qui s'est passé. Ils ont unanimement accepté de commencer à donner des résultats. Donc ça veut dire même que l'étape organisationnelle pour le vote et du jour, ils ont accepté qu'il y a des choses qui sont arrivées, oui, mais on peut continuer pour commencer à donner des résultats. Sinon, on aurait peut-être même dès le soir là commencé à avoir des points de presse avec des blocages. On a vu, la CENI, ça n'a pas été un long fleuve tranquille avec son président. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des points de presse. On l'a tous eu ici avec les problèmes en interne, c'était porté sur la place publique. Les commissaires ne sont pas d'accord, il y a ceci, il y a cela. On venait même sur le plateau pour dire le président de la CENI, il est ceci, il est cela. Il fait les choses ceci, il fait les choses comme ça. Cette fois-ci, on ne l'a pas eu. On comprendra qui pourra. Alors, suite à toute cette situation, on a vu des instances régionales et sous-régionales recevoir un certain nombre de candidats, dont ceux de l'opposition, pour tenter une sorte de médiation. Est-ce que nous sommes là à une situation véritablement qui impose ce type d'intervention? Parce que ça donne l'impression qu'on est dans une situation où il faut négocier l'opposition, l'accepter, valider le processus malgré les irrégularités constatées. Je pense que ce n'est pas forcément ça. Il est prévu que lorsque vous avez constaté un certain nombre d'éléments, vous le reversiez. Il y a des voies légales pour ça. Ce n'est pas forcément accepter que ce qui s'est passé là, dire que ça s'est bien passé. Non. C'est que le processus continue et que ce qui est prévu en termes de canal pour que vous vous plaigniez, vous décidiez de l'emprunter en termes de voie. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors qu'on a l'impression plutôt que pour ce qui est la posture de l'opposition, c'est dit arrêtons ici maintenant parce que là c'est même pas la peine. C'est différent. Donc je pense aussi que toutes les rencontres qui sont en train d'être faites, c'est pour aboutir à ça.
c'est pour aboutir à ce qu'on permette sûrement que les autres commissaires viennent, parce qu'il y a un visage aussi qu'il faut donner. Et je crois aussi que l'opposition en est assez consciente dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On aura peut-être des résultats qui seront donnés, on aura peut-être des recours qui seront faits, mais on retiendra que pour celui qui en est sorti, il n'a pas été si bien élu que ça. En fait, c'est ce qui adviendra après. Et ça, c'est ce qu'on pourra retenir. Il n'a pas été aussi bien élu que ça. Et qu'il y a encore quelques suspicions. Il se pourrait peut-être que à la Al Gore et qu'est-ce qui sait, peut-être que c'est même pas lui qui avait gagné. Peut-être à la fin, c'est peut-être ça qu'on veut garder. Sinon, aujourd'hui, on est dans, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arrêter ici et maintenant. Ça sera vraiment difficile. Et c'est un peu dommage. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a 5 ans, on était l'exemple, tout le monde nous félicitait parce que il y a une machine qui a fonctionné, les choses se sont bien passées. Quand bien même, ce n'était pas si ouvert que ça, parce que ceux qui compétissent aujourd'hui, il y a beaucoup qui avaient été recalés, mais n'empêche, on a été félicité pour la façon dont les choses ont été menées. Cette année, bon, on est vraiment très loin de ça. Et c'est un peu dommage. Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion de porter un jugement sur les résultats qui seront donnés de façon définitive par la CENI et confirmés sûrement, ou en tout cas prononcés par la commission, le Conseil constitutionnel. Mais il y a déjà quelques résultats partiels, provisoires, compilés par la CENI, qui donnent le candidat Rochma Christian Kaboré, qui est toujours en tête du peloton. Il creuse encore l'écart d'ailleurs avec 58,14% des voix. Et Zéphirin Diabré qui vient en seconde position avec 14,57% des voix, et suivi de très près par Idu Kombogé qui lui obtient jusqu'à présent en tout cas 13,62%. Est-ce que ce sont des résultats qui pourraient jouer sur le climat de suspicion, le climat de tension qui prévaut actuellement? Ça dépend du bord duquel vous regardez, le prisme à travers lequel vous regardez tout ça. Ça dépend. Pour certains, c'est la victoire confirmée, c'est-à-dire celle qu'on a entrevue depuis. Et puis pour d'autres, c'est peut-être les machinations plutôt confirmées, parce que ça ne donne pas peut-être de façon empirique le constat qu'ils ont eu à faire. Ça a été ça aussi le problème dans la campagne qu'on a eue. Vous ne pouvez pas trouver un juste milieu entre celui qui est sûr qu'il va gagner au premier tour et celui qui est sûr qu'il doit y avoir forcément un deuxième tour. C'est ce à quoi l'opposition et la majorité nous a habitués pendant la campagne. Ça a été leur communication. Coup KO, second tour. S'il y a coup KO, l'autre camp dit que vous avez triché. Parce qu'il n'y a pas eu second tour, ils sont convaincus que les forces qu'ils représentent aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'il y ait un coup KO. C'est ce qui a été dit. Maintenant, ceux qui disaient coup KO, le problème, c'est qu'ils ont préparé les esprits à ce que, bon, c'est dire qu'ils feront tout, et on connaît la politique, pour avoir leur coup KO. Voilà qu'on est dans des problèmes. On n'a pas parlé de programme vraiment, on n'a pas abordé les choses dans le fond. On est parti dans des pics. Maintenant que le vote est fini, on s'assoit. J'avais dit que s'il y a coup KO, c'est qu'ils ont triché. Donc, on est dans cette posture-là. Ceux qui se sont ligués pour voir ce qu'ils feraient pour un second tour sont en train au fil du temps d'assister à un coup KO. Et ils se sont décidés, on ne va pas laisser la chose aller continuer jusqu'à son terme, parce qu'ils sont convaincus que les forces qu'ils représentent aujourd'hui, ces résultats-là ne peuvent pas apparaître ainsi. Mais qui décide à la fin? Je l'ai dit quand je faisais mon édition spéciale. Ils ont parlé, ils sont allés rencontrer les Burkinabés. Coup KO, second tour, chacun a prêché sa parole. Maintenant, quand vous finissez tout ça, vous rendez votre copie. Le problème, c'est que le collecteur, c'est les citoyens. Il a corrigé, il a donné. Maintenant, il semble que, pour certains, c'est vrai que le collecteur, c'est les citoyens, mais ce n'est pas forcément la note là qui va nous parvenir.
Parce que la machine, pour eux, même si on parle d'une commission indépendante, il y a toujours beaucoup du pouvoir en termes de possibilité d'arranger les choses à sa faveur. Donc on n'a même pas confiance, on n'a pas foi au système en lui-même, en son indépendance et en un certain nombre d'éléments. Et pour ne pas arranger les choses, le jour du vote, il y a beaucoup de petits problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est dans cette posture-là qu'on est aujourd'hui. Mais moi, je me pose la question de savoir par quel bout on va sortir. Dans tous les cas, quel que soit le bout par lequel on sortira, ça ne sera pas reluisant pour celui qui sera élu. Parce que il y a ce petit, je ne parle pas des discrédits en tant que tel. Oui, on pourrait le dire, mais sur le processus en lui-même. Donc du coup, vous ne sautez pas si fort. Et c'est peut-être construit voulu par l'opposition, ou bien que c'est l'opposition qui est obligée aujourd'hui, au regard d'un certain nombre d'éléments qu'ils ont, d'affirmer ces choses. Mais je crois aussi que si vous les avez aussi tangibles que ça, on a des voies pour pouvoir les observer, pour pouvoir les constater et puis pouvoir tirer les leçons. Bloquer la machine, c'est peut-être une façon voulue. Dans l'ordre peut-être de la pression, c'est compréhensible, mais dans l'ordre final de bloquer entièrement les résultats, j'ai dit, est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est la question que je me pose. C'est vrai, vous l'avez dit, pendant que d'autres prêchaient le Koukaou, d'autres misaient pour un second tour. Et quand on fait les analyses croisées, d'aucuns aussi, même sur les médias, il y a beaucoup qui ont misé justement pour un second tour, parce qu'au regard donc, des difficultés qu'a connu Roch Kaboré pendant ces 5 ans de mandat, et au regard aussi de l'arrivée de certaines forces politiques qui viennent en additif, forcément il devrait y avoir véritablement un second tour. Et tel que les choses se dessinent, il n'y aurait pas besoin d'aller au second tour, puisque Roch s'est déterminé avec en tout cas une majorité confortable des voix. Est-ce que ça nourrit pas les suspicions véritablement des fraudes suite aux irrégularités constatées en faveur du candidat sortant? Moi je dis que ça serait aussi facile ce serait facile de tout de suite avoir ce type de conclusion. Je suis désolé, c'est le vote à la fin qui donne la vraie photographie du sentiment du peuple vis-à-vis de ce que vous lui proposez. Parce que tout avant n'est que perception. Pourquoi est-ce qu'on va au vote? Si on ferait des sondages et puis on finit le sondage, on dit que bon, toi tu es président. Ou bien on regarde de façon empirique, on dit ah bon, comme tout le monde se plaint de la question sécuritaire, donc on va l'enlever. Et puis pas toi tu es président. Que le peuple, toi tu as une jolie tête. Oui, voilà, et que on sent que le peuple t'aime. C'est pas comme ça. C'est une urne. C'est un choix. Après, on fait des décomptes et on dit ah, on pensait que c'était toi qu'on aimait, mais en fait, peut-être que le peuple, comme l'avait dit, je ne vais pas rappeler, et déçu le soir d'un vote, il dit ce peuple, on ne peut pas le sauver. Moi, j'ai tout proposé. Ils ne m'ont pas choisi. Ils ont préféré le problème. Bon, après, ils ont rejoint aussi ce qu'ils ont décrié. Bon, pour dire quoi? Quelquefois, c'est tout sincère qu'on se dit que c'est nous qui allons gagner. Mais ceux qui votent, c'est en leur âme et conscience. Ils peuvent voter le problème. Ils peuvent même se tromper. Mais c'est leur choix. Et de façon empirique, on ne peut pas se dire que ce n'est pas possible qu'il y ait ceci ou ce n'est pas possible qu'il y ait cela. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est dans des problèmes aujourd'hui. On s'est dit non, moi, je suis en 2015, j'ai pesé ceci. Il y avait celui-là qui avait été écarté. Il est un acteur qui n'est pas du tout négligeable pour ce qui est de nos scènes politiques. Il y a un autre aussi qui a été écarté. Je pense que ceux-là, s'ils sont venus, et quand je regarde en 2015 les chiffres que le pouvoir a eu pour pouvoir à la fin des résultats accéder à Kosiam, quand je fais mes futilibres, je regarde un peu, je me dis ce n'est pas possible qu'au premier tour ça passe. Mais vous avez oublié quelqu'un. C'est le citoyen. C'est pas des calculs, c'est pas des calculs. C'est pas des calculs. Regardez, on a tous passé la campagne. Des visages, vous regardez, vous venez, meeting, MPP, le monsieur est là, il a les couleurs, il fait le pas bloqué même. Vous revenez au meeting, le monsieur il est encore là, autre couleur, il fait le même pas bloqué. Mais à la fin, vous pensez que quoi?
Mais le jour du vote, il viendra mettre son affaire dans l'urne, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé. Je pense aussi que c'est ça qu'on devrait comprendre. Rien n'est définitivement tracé et puis rien n'est exclu. Maintenant, à la vérité, c'est qu'il y a beaucoup ici qui ont nourri l'argumentaire que vous veniez de sortir. On a vu à travers les partout, tout le monde s'est dit, beaucoup se sont dit, mais écoutez, quand vous regardez ceci, quand vous regardez cela, ce n'est pas possible que ceci, ce n'est pas possible que cela. Voilà pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui. On oublie qu'à la fin, c'est un peuple qui fait un choix et puis c'est fini. Tous les calculs qu'on fait, ça n'est rien d'autre que des futuribes. Mais lorsque l'heure arrive, il y a un seul futur. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est de l'ordre de, je sais pas moi, c'est pas de la préjudication. Vous dites, voilà ce qui pourrait arriver, voilà s'il y a ceci, voilà ce qui pourrait arriver. Mais quand le temps continue, lui, il y a une seule chose qui se passe. Soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. Je crois que ce dans quoi on est aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de futuribes vus par chacun. Et celui qui est en train de venir ne plaît pas à certains. C'est aussi simple que ça. Parlant du choix du peuple, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule avec une voix de quelqu'un qui parle en moré, en langue nationale moré, qui dit bien, qui appelle l'opposition à reconnaître parce qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est le peuple qui a juste voulu les tromper en prenant ce qu'on leur donnait pour en définitive choisir le candidat qu'il préfère, qui est Roch-Marc Christian Kaboré. Bon, ça peut être aussi de la manipulation. Hein. Ça peut être de la manipulation. Moi, je pense que ça peut être de la manipulation. N'importe qui peut faire. Pour corroborer ce que vous dites, qu'en définitive, c'est le peuple qui choisit au regard des enquêtes ou des sondages qu'on peut bien avoir. Et la seule façon de savoir le choix du peuple, c'est des élections. Et puis, c'est des dépouillements. Et puis, commencer à donner des résultats comme on est en train de le faire. Avec, je l'ai dit encore, des erreurs et des irrégularités qu'on connaît. Maintenant, c'est au constat de la proportion qu'on pourra légitimement se dire que ici, par exemple, ce n'est plus possible parce qu'on se rend compte que là, il y a eu trop de problèmes. Ici, il y a... C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est là où l'opposition est un peu pris à son piège. Quand vous voyez, on leur rappelle que vous avez signé un pacte, vous avez décidé que vous devez reconnaître les résultats et que si, il y a des voies de recours par lesquelles vous passerez. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. Maintenant, quel lendemain on veut ? C'est moi la question que je me pose aujourd'hui. Si on bloque la machine, ok, on a pu la bloquer. C'est pourquoi demain ? Ça, c'est une question aussi qu'on devrait se poser. D'accord. Autre chose, peut-être la dernière question. C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas encore les résultats généraux partagés par la CENI, mais ce qui est partiel déjà donne en tête Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que vous pensez qu'un des challengers sérieux devrait peut-être se déterminer, appeler le président Kaboré, le féliciter, et que cela justement pourrait contribuer à décrisper ce qui est déjà en train de... en termes de tension. Mais le féliciter maintenant, je pense qu'on n'aurait plus le partage des résultats, mais il faut attendre encore. Parce qu'il y a je parle toujours en termes de proportion, vous arrivez quelquefois à des niveaux où ce qui reste en termes de résultats à partager, et même s'il est en faveur de l'un ou de l'autre des camps, ne peut plus rien changer la donne pour ce qui est du global qui a été donné. Je ne sais pas si dans les proportions on en est déjà là. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un Roch Kaboré qui est bien devant. Maintenant, on est à combien quel est le pourcentage du résultat global qui a déjà été donné, et puis pour ce qui reste, est-ce qu'il ne peut pas avoir une inversion de tendance possible? C'est quand on en arrive à ce type de calcul là que bon, très vite on va féliciter celui qui a gagné. Mais je ne pense pas qu'on soit dans cette posture là aujourd'hui, et que l'opposition soit en train d'y penser. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Maintenant, au moins, c'est de voir peut-être ce commissaire revenir dans le jeu, pour ce qui est de la suite, on se dise qu'il y a toujours ce regard-là de tous les camps qui veillent à ce que les choses se passent assez bien. C'est vrai que les OSC, ils ont leur rôle, il y a la majorité dedans, mais il aurait aussi fallu qu'il y ait cette opposition-là qui continue avec ce commissaire de travailler en interne pour que ça ait plus de crédit avec ce qui est en train de continuer. Maintenant, les autres ne vont pas aussi attendre les 5. Ça, c'est difficile.
D'accord, nous attendrons la vérité des urnes puisque la CENI continue la proclamation donc des résultats des différentes localités du Burkina Faso et nous en tiendrons donc à cela qui est vérité absolue. Merci à vous Geoffroy Vara pour cette lecture donc de ce premier sujet, cette première affaire concernant la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante CENI et en tout cas les instances d'observation qui sont juste à côté. On va maintenant parler d'une décision qui a été prise par les États-Unis d'Amérique qui impacte donc une vingtaine de pays à travers le monde, donc 15 en Afrique. En tout cas, il faut savoir que les touristes originaires de 15 pays africains, dont le Burkina Faso, devront désormais au préalable déposer une caution qui se situe entre 2,5 à 7 millions de francs CFA. En tout cas, c'est la nouvelle règle qui entrera en vigueur à partir du 24 décembre et qui restera en place jusqu'au 24 juin 2021. Et ceux qui sont concernés donc sont uniquement ceux de visa de type B1, donc c'est-à-dire les touristes, et B2 pour les voyages d'affaires. Les pays concernés rapidement sont l'Angola, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Djibouti, l'Érythrée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Libye, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, et le Soudan et le Tchad. Voilà, voici ce qui est donc, on va dire, des 15 pays africains qui sont concernés, de déposer une caution avant d'entrer aux États-Unis parce qu'il a fait le constat que beaucoup des citoyens de ces pays-là restent encore sur le sol territoire américain à l'expiration de leur visa. Alors pour certains, c'est une mesure inique qui humilie le peuple africain parce que ça donne l'impression que justement on n'est pas un peuple qui est désiré dans certaines contrées du monde. Quelle est votre appréciation d'une telle décision de la part d'un président sortant, puisqu'il a pris justement, c'est Donald Trump qui l'a pris, et qui, on va dire, étonne plus d'un parce que normalement, au sorti donc des deuxièmes mandats des Républicains, ils essaient de trouver des formules pour arranger les immigrés, mais là, c'est une mesure quand même qui n'est pas appréciée par les pays concernés. Votre appréciation déjà? Bon, vous dites humiliation, on pourrait le vivre comme ça, mais je pense que quand vous regardez bien dans les explications qui sont données, il y a d'abord le dépassement du séjour selon ce qui devrait être du point de vue votre visa et tout. Et ils partent d'un constat. Et je lis ce qui est dit. D'après le département d'État, la nouvelle réglementation vise les pays dont les ressortissants ont un taux de dépassement de séjour légal de 10% ou plus en 2019. La caution pour l'obtention du visa est remboursée si le voyageur respecte son délai de séjour. Il n'y a pas d'humiliation là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes habitué à tricher. Vous dites je vais pour tel délai, vous les dépassez. Ou bien même vous trouvez le moyen d'y rester. C'est pas sérieux. Et n'oublions pas que depuis les 4 ans de Trump, la question de l'immigration, il y a mis un point d'honneur. Et pour lui, on ne vient pas se balader comme ça. On vient ici pour apporter des choses. C'est son pays. Je pense que c'est leur pays. Tout comme on fait la loi chez nous, laissons les gens faire la loi chez eux. Et quand vous y allez, respectez leurs règles. Vous dites vous venez pour tant, et puis vous restez plus longuement. C'est même pas intéressant d'ailleurs pour le Burkina Faso, parce qu'on est cité dedans. Ça veut dire qu'on fait partie des pays dont les ressortissants arrivés aux États-Unis, dans la proportion de 10%, dépassent les délais. Donc ça veut dire que c'est pas un bon exemple. C'est pas une question de c'est pas le fait qu'on ne vous respecte pas. C'est que vous-même vous ne vous faites pas respecter. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. On fait partie des mauvais de la classe. On fait partie des mauvais de la classe. On est habitué à partir et rester. On est habitué à partir et ne pas revenir. Il y a d'autres qui voient le problème autrement. Ils disent que c'est un déficit de diplomatie. Nos diplomates n'ont pas véritablement travaillé pour protéger donc les intérêts du pays parce que, comme disent ici les Moussis, c'est un seul âne qui bouffe la farine et les autres se trouvent en tout cas blanchis. Est-ce qu'il n'y avait pas véritablement d'avoir une action diplomatique quitte à protéger le reste des personnes réglo quand même? Je ne sais pas si nous avons tous suivi comment Donald dans quoi il a trempé ses relations avec le continent. Il n'y allait pas du dos de la cuillère. Il avait sa façon de voir un certain nombre d'éléments. Et quand il se réveille un matin, c'était l'impression que nous avions. Il vous met sur liste noire, il vous met ceci, il vous met cela. Mais cela participe d'abord d'une stratégie qu'il a. Lorsqu'il ne s'entend pas avec
avec vous sur un certain nombre d'éléments. Il règle ses comptes, même avec la CPI, on l'a vu comment ça s'est passé, il est comme ça. Mais sur les questions d'immigration, il n'a jamais transigé. Et puis, on ne nous met pas là, je parle du Burkina Faso, les autres 15 pays, parce qu'il y a eu une loterie. Il y a un constat. En 2019, on a fait partie des 15 pays dont les ressortissants ont excédé à 10% en termes de proportion le délai légal sur le territoire américain. Ce n'est pas une invention. Ils se rendent compte que la majeure partie, ils disent à un moment donné, écoutez, vous prenez les 15 pays les plus touchés par cette façon de faire et on est prudent avec. On ne dit pas les ressortissants de ces 15 pays-là ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Maintenant, pour dissuader que ça continue comme ça, on va mettre au plus fort la caution et quand vous entrez, évidemment, vous avez le choix. Vous respectez votre délai, vous repartez, on vous remet votre argent, ou bien vous restez là. N'oubliez pas que quand vous décidez de rester, il y a la communauté qui d'une façon ou d'une autre vous prend ça parce que vous êtes illégal. C'est une société dans laquelle tout le monde contribue à travers, comment dire cela, les impôts qui sont pris sur votre salaire, sur ceci, sur cela. Quand vous restez, vous êtes au noir, vous travaillez au noir. C'est-à-dire que vous êtes dans un circuit non perceptible. Vous n'existez pas alors que vous êtes là. Vous êtes une charge. Ils s'asseyent et ils réfléchissent comment est-ce qu'ils peuvent gérer en dissuadant, mais en même temps aussi en ne se laissant pas impacter outre mesure par la récurrence de voyageurs qui restent ou qui définitivement ou pour des délais pour lesquels ils ne devraient pas être là. Je crois que ça aussi c'est comme ça un pays s'assume. Un pays qui est sérieux, c'est comme ça qu'il s'assume. Oui, mais est-ce qu'en d'autres termes, c'est pas comme si on disait ne venez plus chez nous parce que demander une caution de 7 millions de francs CFA, c'est pas donné à n'importe qui de le déposer. Non, c'est pas ne venez plus chez nous. Vous avez l'habitude de venir et puis de rester. Vous allez payer 7 millions, déposer ça comme caution. Si vous avez respecté les délais pour lesquels les délais que vous nous avez demandés et qu'on vous a accordés, on vous remet vos 7 millions. Où est le problème? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que nos autorités aussi devraient appliquer le principe de réciprocité, c'est-à-dire que demander aux Américains aussi qui arrivent dans nos pays de déposer une caution de cette hauteur-là? Regardez comment ils sont traités quand ils viennent pour parler de votre réciprocité. Oh non, pour peu que vous veniez en costume cravate et que vous ayez 2-3 bons dossiers, quand vous venez, c'est direct présidence. Quittez ici, vous êtes opérateur économique, vous pesez dans votre pays, vous partez. Le maire ne vous connaît même pas, son conseil ne va pas vous recevoir. Non, disons les choses tout bêtes. Il y a un complexe d'infériorité sur lequel on doit travailler, et puis les autres ont un complexe de supériorité qui se justifie par le regard qu'on a sur eux. Donc ça, c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Il ne faut pas regarder l'autre et se dire qu'il est gonflé, Non, mais tu te fais petit. Et quand ils viennent, c'est ça la vérité. Regardez comment les succursales qu'ils créent ici, comment ces succursales-là nous écrasent. Même dans l'offre que nous avons ici, qui est concurrentielle, et quelquefois est beaucoup plus intéressante, le destinataire final qui est le consommateur, le Burkinabé, le Malien, l'Ivoirien, le Sénégalais, il préfère l'autre, il dit, comme c'est pour eux là, ça c'est sûr que c'est de qualité. Nos frères là, moi je n'ai pas confiance en eux. Et quand il dit nos frères là, il oublie que lui aussi, il constitue l'offre dans un autre domaine, peut-être service ou quoi, et on lui dirait aussi, concernant son service, non, on préfère pour l'autre là passer, nous nos frères là, il ne faut jamais bonne chose. C'est le complexe là qu'on a. Si on n'a pas travaillé ça, si on n'a pas dépassé ça, on va continuer comme ça. Et puis il faut éviter de penser que l'autre, c'est lui qui est notre malheur. Je crois que les États-Unis, c'est pas le Burkina Faso, ils y mettent leurs règles, on les respecte. Je pense que s'ils nous disaient qu'il fallait payer 7 millions et 15 millions pour entrer sur le sol et que cela ne vous était pas remboursé, c'est une caution. Là, on pourrait s'en plaindre. Mais c'est une caution. Au moins, c'est la garantie que vous donnez que vous allez répartir. Sinon, vous allez perdre ça. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit.
D'accord. La mesure entre en vigueur le 24 décembre prochain pour une phase expérimentale de 6 mois, en attendant de faire le point et surtout les réactions des uns et des autres sur cette mesure donc, des États-Unis d'Amérique. Merci à vous d'avoir donné votre lecture, Geoffroy Var. Merci à l'équipe technique de réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous retrouve demain, jeudi, pour la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.